Mesdames et messieurs, bonjour. On n'en est plus à l'appel à la candidature du président de la République, mais déjà à l'appel à l'anticipation de l'élection présidentielle après, bien sûr, une modification de la Constitution. Les épisodes du feuilleton, comment le président a brigué un énième mandat se succèdent à une vitesse vertigineuse que certaines voix qui s'élèvent pour des contre-appels peinent à rattraper. Mais ces voix, elles persistent et veulent se faire entendre. Et nous en parlons sur ce plateau de Canal Presse ce dimanche, après le sommaire de Ghislain Pierre-Essonneau. Voici la question du jour. Et si Tombi n'était pas zombie? Lui qui vient de recruter Hugo Bross, la nouvelle brosse des Camerounais. Les gens d'ici se le brossent tellement que le sélectionneur sélectionné ne faisait pas partie de la shortlist, laquelle comprenait au départ Alain Giresse et Hervé Renard en deuxième, lui qui prétendait plus de 85 millions de francs CFA, salaire mensuel. Voici donc venu Hugo Bross, le Belge apparemment imposé par les politiques, qui ignore tout de l'Afrique, mais qui va y résider avec une trentaine de millions de francs CFA par mois comme salaire, avec pour défi actuel la qualification pour la CAN 2017 et le Mondial 2018. Hugo Bross le Vantard est crédité d'une demi-finale en tant que capitaine de Belgique en 86. Il a été 4 fois vainqueur du championnat belge et autant de fois élu meilleur entraîneur de ce pays. En brossant ainsi le CV de Bross, il est question de revenir sur les procédures qui ont précédé à son recrutement, son entourage et ses défis pour le Cameroun. Présidentiel, comme il y a des appels, il y a des contre-appels. Des contre-appels pour dire vraiment à Paul Biya de ne pas se porter candidat, encore moins de modifier la Constitution. Maurice Kamto, Nidjon Fundit, Denis Atangana ou Sa Majesté Benoît Effa, tous des figures charismatiques d'une opposition emblématique qui se situe aux antipodes de la razzia du RDPC. Parmi les arguments avancés, le poids de l'âge de Paul Biya, sa longévité aux affaires et autres affidés du pouvoir qui semblent refuser l'alternance au profit de leur champion. Paul Biya, toute une vie au sommet de l'État, 33 ans président de la République, 7 ans Premier ministre et presque autant secrétaire général de la présidence de la République. Aujourd'hui, le centre appelle à lancer la campagne dans la région, l'Ouest ayant fait une démonstration de force avec parade, juste des muscles sortis pour accompagner Paul Biya. Voyons. Boko Haram n'est pas une hydre, mais la secte développe de la résistance. Les derniers événements font état de nouvelles morts, certainement pour essayer de restituer la peur auprès des populations après la razzia de l'armée camerounaise sur les camps d'entraînement et des caches d'armes, et aussi le saisissement des 162 apprentis sorciers dans les rangs de Boko Haram. Pour le Cameroun, la guerre se poursuit et que la secte se tienne tranquille, mais toujours avec au fond un appel à vigilance de la part des populations et toujours de gros chapeaux à l'armée camerounaise. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre-Essonneau. Invité sur ce plateau de débat du dimanche, Denis Atangana, bonjour. Bonjour Carole, bonjour aux copanélistes qui sont là et bien sûr aussi aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International, de Canal Presse. Alors, vous êtes entrepreneur sociopolitique et président du CERAD. Avec vous, on va commenter cette actualité. La petite Eva, qui a été donc portée en terre cette semaine, c'est la petite fille qui a été retrouvée à Douala il y a quelques jours, le cou tranché, non loin d'une mare. Et elle a été enterrée presque dans l'indifférence. Ailleurs, ce type de crime suscite des marches et des prises de parole. Mais pourquoi ici, c'est presque le silence? Déjà, je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille de Eva et aussi mes condoléances à tous qui sont victimes des atrocités de Boko Haram. Les crimes rituels et bien d'autres que nous observons au Cameroun sont en train de prendre une proportion inquiétante. Et ça devrait nous pousser à interpeller les autorités qui devraient comprendre qu'ils sont là pour protéger les Camerounais
pour protéger la jeunesse, parce que lorsqu'un enfant de moins de 2 ans meurt, c'est une perte énorme pour la nation. Pourquoi vous n'interpellez pas ces autorités? Nous interpellons. Et puis, il y a un autre fait que nous avions appris via les réseaux sociaux, qu'on aurait demandé à la famille d'Eva de débourser une somme de 400 000 francs pour récupérer le corps, des choses que nous condamnons avec la dernière énergie. Nous pensons que le gouvernement gagnerait à initier des enquêtes sérieuses pour que des pareilles choses ne se reproduisent plus. Je voudrais aussi évoquer une situation qui se passe du côté de Oum, parce qu'il y a des jeunes qui sont en train de fuir le Cameroun pour le Nigeria, parce que après les événements que vous avez vécus entre la population et le BI, et il y a des rafles incroyables, et des jeunes sont en train de quitter le Cameroun pour le Nigeria. Je souhaiterais bien que les autorités et que la presse essaie de mettre un regard... Et que les autorités prennent leurs responsabilités. Merci à vous. Capral Libi, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à tes nombreux téléspectateurs. Juriste, journaliste, je vais vous servir plutôt des questions des téléspectateurs postées sur notre page Facebook dès l'annonce de ce que vous serez présent sur ce plateau. Est-ce que vous avez adhéré au MRC finalement? Pourquoi finalement? Il y a un processus en cours. Peut-être, vous nous le direz ou non? Ben écoutez, le MRC c'est un parti respectable qui a dans ses rangs de personnes très respectables, qui a à sa tête un grand enseignant d'université. Je respecte ce parti autant que je respecte beaucoup d'autres, puisqu'il m'est arrivé souvent d'être invité par plusieurs partis politiques pour des échéances d'échanges, de discussions ou autre chose. Oui. C'est à ce titre-là que la jeunesse du MRC m'a invité le 10 février. Ils avaient une conférence jeunesse et engagement politique. Et je m'y suis retrouvé avec d'autres enseignants d'ailleurs, Mathias Seri, Claude Abbé, Stéphane Akouan. Non, Claude Abbé n'était pas venu. Stéphane Akouan notamment, Alain Fauquet, Maître Sim. D'accord. Donc j'ai salué le courage de ces jeunes pour leur engagement politique. Et compte tenu de ce cas, ce qui me concerne, ma position elle est connue. Je ne suis pas pour une unité organique, parce que dans mon pays, je pense que les plateformes de partis politiques et tout ça, ça ne nous a pas mené bien loin. Par contre, j'ai toujours dit que j'étais partant pour une unité d'action. D'accord. Donc vous n'avez pas de carte d'un parti politique. En me joignant à tous ceux qui, comme moi, partagent l'ambition d'alternance au Cameroun. Et j'ai d'ailleurs dit à ces jeunes que s'ils avaient une feuille de route intéressante, je n'hésiterais pas à aller voir. Bon, maintenant, un de leurs responsables, Sostiane Médard, Report a jugé utile de publier un gag 2 ou 3 heures après. C'était un gag. Disant que j'ai fait une déclaration publique d'adhésion à MRC. Je pense quand même que, bon, pour le peu de respect que je donne à ma personne, si cela advenait, je me donnerais quand même au moins la décence de ne pas déléguer l'annonce à quelqu'un d'autre. Je le ferai par moi-même, D'accord. autant que je peux me respecter par moi-même. Mais bon, j'ai apporté des précisions suite à ce gag. Ça a fait le buzz, mais bon, c'est aussi ça l'NT. Et c'est aussi ça, Capral Libi. Une autre question pour vous, est-ce qu'on peut vous lire? Vous avez des œuvres politiques, sinon on peut les retrouver où? En 20 écoutez, secondes. je publie constamment dans les journaux, en fait, des chroniques, tout ce que vous voulez. D'accord. Ben, j'ai un blog où j'ai commencé depuis un certain temps à mettre toutes ces chroniques. Bon, mon mémoire de Dieu est disponible sur Internet. Bon, je viens de publier un article dans un ouvrage collectif, c'est tout récent d'ailleurs. Bon, la dédicace de l'ouvrage a été interdite par la police. On a fait un sous-préfet, il y a envoyé des policiers. C'est Organisation de la société civile et engagement politique au Cameroun, sous la direction de Jean Bosco Tala, Rignepi, Mathias Eriko Nangini. J'ai publié un article là-dedans, Jeunesse et ordre politique au Cameroun. C'est vendu dans les bibliothèques. La vente n'est pas interdite, donc au moins on peut me lire là-bas. Merci beaucoup. Soulé Honoriello, bonjour. Bonjour Carole. On avait prévu de terminer par vous. Vous êtes le plus, on va dire, l'aîné sur ce plateau. Mais puisqu'on parle de livres, il y en a un qui m'intéresse particulièrement avec vous. Je vais en parler. Vous êtes journaliste en service au quotidien Le Messager. Votre journal a accordé cette semaine un entretien à Alain Symphorien Zana Bilo, auteur de l'ouvrage La fiscalité levier pour l'émergence des pays africains de la zone franc, le cas du Cameroun. C'est quoi le rôle de la fiscalité finalement dans l'émergence? J'avoue que c'est en lisant peut-être le livre qu'on va davantage, n'est-ce pas, comprendre ce qu'il en est. Mais personnellement, j'ai été ému à la lecture de ce livre, déjà parce que la thématique, elle est d'une densité et elle est même pertinente. Elle fait l'objet d'une grosse actualité sur le rôle que doit jouer la fiscalité, ne serait-ce que pour les pays africains qui aspirent à l'émergence, les pays africains de la zone franc, le cas du Cameroun particulièrement. Et je crois qu'il y a aussi l'esthétique langagère, dans la mesure où Alain Symphorien Ndiana Biloa n'est pas hermétique dans son langage, il n'est pas un langage adapté
pour les seuls initiés, mais il permet aujourd'hui de montrer aux uns et aux autres l'adéquation ou alors l'arrimage qui doit exister entre, n'est-ce pas, l'État qui a une fonction, n'est-ce pas, de se servir de l'assiette fiscale, de réglementer le régime, les politiques, n'est-ce pas, de fiscalité et le régime des impositions. Et de l'autre côté, les contribuables qui payent cet impôt et qui doivent tout au moins en retour savoir pourquoi ils payent cet impôt. Ça, c'est d'un. De deux, il y a l'autre chose, c'est qu'en réalité, on aurait pensé que l'auteur pouvait, en tant qu'inspecteur principal des impôts, organiser une sorte d'apologie, n'est-ce pas, du trop d'impôts, mais curieusement, c'est un livre courage parce qu'il suggère une batterie de réformes, des réformes structurelles. Une réforme, par exemple, qui peut nous être partagée ici? Bon, je voudrais, si vous permettez, hein, au-delà de ce que ce livre a bénéficié de l'onction des grands maîtres de la science, n'est-ce pas, que sont économiques, que sont, n'est-ce pas, le professeur P.K. Sandam qui a signé la préface, ou bien alors le ministre Edouard Akame Foumou. Je voudrais beaucoup plus partager avec vos téléspectateurs un extrait de la note de lecture du professeur Agrégé Bokolo, n'est-ce pas, ancien recteur de l'université de Douala, qui dit ceci: comment assurer un rendement fiscal garantissant à l'État les ressources nécessaires à sa triple fonction d'allocation, de redistribution et de stabilisation ou de régulation. À quel niveau situer le prélèvement fiscal pour que la charge fiscale de chaque contribuable soit supportable et ne devienne un obstacle à l'initiative et à la production. Ces deux questions, si vous permettez, nous ramènent. C'est un sujet important. Il nous éloigne, n'est-ce pas, de l'Ankwamania ou bien de ce que la Nathalie Gay. Ces deux questions, avec votre émission, ces deux questions nous ramènent au dilemme récurrent de la fiscalité, celui de l'équilibre optimal, n'est-ce pas, à trouver entre efficacité et équité. Et il finit par dire, c'est le professeur Bokolo, Bruno, ce livre doit être lu par tous, mais encore plus pour des raisons évidentes par les décideurs publics et les divers acteurs de la politique économique. J'essaierai encore en responsabilité à l'université que j'en rendrai l'usage obligatoire à nos étudiants. Merci à vous. Merci d'avoir partagé avec nous. On commanderait de nombreux exemplaires pour nos bibliothèques. C'est pour dire en fait que c'est un livre important, n'est-ce pas, qui permet tout au moins d'avancer dans la fiscalité. Et je pense que c'est bien compris sous le ils vont aller aux éditions L'Harmattan chercher leur exemplaire pour le lire. Éric Benjamin Lamère, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 et Canal Presse, ici et d'ailleurs. Journaliste en service à la CRTV, avec vous, la mort de Boutros Ghali cette semaine. Il était le premier Africain secrétaire général de l'ONU. Vous retenez quoi de lui comme image? Je retiens de lui l'image d'un grand diplomate, d'un homme d'État. Vous avez dit qu'il était le premier Africain secrétaire général des Nations Unies. Il n'a malheureusement fait qu'un seul mandat parce que, ayant subi le veto américain à la suite d'un certain nombre de problèmes où les Américains estimaient que le secrétaire général de l'ONU ne défendait pas suffisamment ce qui apparaissait comme étant les intérêts américains. Avec la mort de ces 18 Américains en Somalie, par exemple. Entre autres. Par la suite, il est allé comme secrétaire général de l'Organisation de la francophonie. Il a poursuivi sa carrière là-bas. Mais il est pour moi davantage l'exemple de la tolérance parce que chrétien copte, dans un pays majoritairement musulman, il a épousé une juive. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple de tolérance et d'appel à la compréhension des autres que cette trajectoire-là, qui était celle de Boutros Ghali. Il décède à 93 ans. Paix à son âme. J'espère que les autres Africains tireront de son œuvre des éléments suffisants pour nous permettre de sortir des différentes ornières dans lesquelles nous nous envions. Merci à vous d'être venu en hommage aussi. On se souvient que c'est un 21 février que Charles Atiba est né, s'en est allé. Nous pensons à lui sur ce plateau de Canal Presse aujourd'hui. Alain Amasoka, bonjour. Bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs de Canal Presse, Canal 2. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur votre plateau. Journaliste, chef de la cellule communication du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Une information, une actualité qui nous vient de là-bas? D'abord que j'y suis depuis 2 mois, oui. C'est important à le dire. Les Camerounais me connaissent sur l'étiquette d'un journaliste, c'est vrai.
Mais je voudrais quand même dire ici que ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille pour la communication des organisations, notamment les organisations institutionnelles. Je suis à ma 3e administration. Après l'enseignement supérieur, les relations extérieures, je suis l'agriculture et au développement rural aujourd'hui. C'est une expérience supplémentaire. Mais c'est surtout, à mon sens, pour cette distinction, pour cette désignation, un grand challenge, un gros appel. Comme vous savez, l'agriculture est un secteur porteur. Peut-être qu'on a oublié cette dimension, on va dire, assez importante de la croissance économique. Le président l'a souligné dans son discours à l'adresse de la jeunesse. Pour la deuxième fois, l'ancien président l'avait fait dans les années 70. Et vous voyez aujourd'hui qu'avec les difficultés rencontrées par certaines matières, l'agriculture me semble être l'alternative la plus importante. Il va falloir véritablement procéder à la rupture, ce que moi j'appelle la rupture psychologique, pour permettre que véritablement l'agriculture devienne non pas simplement, on va dire quoi, une activité soit que certains choisissent par dépit ou en alternance, mais que ce soit véritablement un domaine dans lequel on développe ce que j'appelle une véritable culture de l'agriculture. Vous y travaillez au Minader? Vous travaillez à ça? Absolument. Cette rupture des mentalités. Absolument. Je crois que mon mandat, précisément, c'est de pouvoir vendre l'agriculture aux Camerounais, c'est-à-dire permettre que les Camerounais aient accès à ce domaine d'activité. La communication est, on va dire quoi, le levier central de la visibilité d'une activité. Je crois que l'agriculture a un peu souffert de cela, notre agriculture. Je prends l'engagement, pour ceux qui me connaissent, d'y travailler sérieusement. Et vous verrez, je crois que d'ici la fin de l'année, il va y avoir des changements notables que vous allez ressentir, y compris surtout dans les médias. Merci à vous. Place à la revue de presse d'Arlé Desbois-Ndébé. Bonjour. Le messager en ouverture et la mise aux arrêts de 27 éléments de Boko Haram au cours d'une opération musclée menée à Gaucher, opération qui s'est soldée par le décès du capitaine Yari, l'un des officiers les plus vaillants de notre armée. L'armée au cœur d'un vaste mouvement cette semaine, le président de la République a signé une dizaine de textes qui redéploient les hommes dans les services centraux extérieurs et dans les commandements territoriaux du ministère de la Défense, dit Cameroun Tribune. La série du texte présidentiel est publiée par le quotidien Le Jour en intégralité également, relayée par Mutation qui s'intéresse à la nomination du lieutenant-colonel Joël Mboutou, attaché de défense au sein de la mission militaire auprès de l'ambassade du Cameroun au Maroc avec compétences en Tunisie, Libye et Mauritanie. Retour sur les révisions constitutionnelles au Cameroun depuis 1983. Le Jour croit savoir que le président de la République joue avec la loi fondamentale. 5 fois déjà qu'il l'a modifiée. Il pourrait même la modifier pour la 6e fois si seulement ici il écoute les appels à candidature qui viennent du triangle national. Cameroun Tribune fait allusion à celui des jeunes exprimé à Yaoundé par un méga meeting qui a vu la présence du secrétaire général de la présidence de la République. Émergence parle de cet appel qui dit non à la candidature de Paul Biya. Il s'agirait d'une frange des membres du bureau politique qui se serait désolidarisée du meeting organisé par Jean-Bernard Ndongwe-Somba appelant le chef de l'État à se représenter en 2018. Prospective Nouvelle propose la répartition des 102 milliards de francs CFA du plan triennal spécial jeune du chef de l'État. Pour Hot News, cette promesse du président de la République n'est autre que la preuve du contrat social permanent entre Paul Biya et les jeunes. Des jeunes employés dans le noir au Sénat, une dérive selon le quotidien de l'économie qui rapporte que depuis sa mise en place il y a 3 ans, la Chambre haute du Parlement camerounais utilise une centaine d'employés sans statut et sans contrat de travail. Émergent de s'interroger sur la capacité de Niat à assurer l'intérim en cas de vacances du pouvoir. La Constitution fait de lui le successeur constitutionnel de Paul Biya. Cependant, fait constater notre confrère, son âge et la faiblesse des institutions peuvent lui jouer des tours. Et voici le successeur de Volker Fink, qu'on n'attendait pas à la une de Mutation. Hugo Bross, le technicien belge qui n'était pas cité dans la shortlist de la FECAFOOT, n'a jamais entraîné une sélection nationale. Mais rassurez-vous, face à la presse, le nouveau sélectionneur annonce déjà la couleur. Il dit être habitué des missions difficiles et ne cédera pas aux pressions de qui que ce soit. Accusé d'avoir manœuvré auprès de la FECAFOOT pour le choix du technicien belge, Roger Mila nie tout en bloc. Le vieux lion n'a pas porté de gants pour tirer à boulet rouge sur les hommes des médias qu'il qualifie de sauvages. Selon le messager, il a d'ailleurs abandonné le président de la FECAFOOT et les hommes des médias lors de la conférence de presse.
Le messager parle également du livre d'Alain Symphorien Djanabiloa, auteur de la fiscalité au service de l'émergence. 354 pages pour dire que la maîtrise des contribuables relevant de l'impôt libératoire est une gageure. La note de lecture du livre de l'inspecteur principal des impôts, aujourd'hui directeur des affaires générales au ministère de la promotion de la femme et de la famille, est d'ailleurs proposée par Soule Onoyolo Pouki. L'auteur propose une fiscalité pour l'émergence du Cameroun. Autre portrait, celui d'Alphonse Nafa qui prend la tête de la PECAM, l'association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun jusqu'en novembre 2016. Banque du Cameroun, le magazine propose d'ailleurs le nouveau bureau exécutif de cette association. On reste en économie avec baromètre comme le DEC qui parle politique économique et les menaces de l'APE du Cameroun sur la sous-région. Si un accord régional n'est pas signé d'ici le 4 août 2016, les États de la CEMAC menacent d'exclure le pays de Paul Biya de l'Union douanière. Pendant ce temps, l'Union européenne presse les autres pays de la CEMAC à adhérer à l'accord de partenariat économique intérimaire du Cameroun. Et le jet toujours cloué à Addis Abeba selon le quotidien de l'économie. L'unique avion long courrier de la Cameco en révision depuis 3 mois en Éthiopie attend une pièce de rechange actuellement en fabrication dans les ateliers Boeing. À dimanche, s'il plaît à Dieu. Merci Harley Debo-Ndébé. Elle est devenue le sujet majeur d'actualité ces dernières semaines au Cameroun, l'actualité politique surtout, puisqu'elle assure qu'il y a quelque temps seulement qu'elle était peut-être certaine, mais surtout lointaine. On parle bien de l'élection présidentielle du Cameroun pour emprunter les mots du président de la République. Il était prévu en 2018, mais la présidentielle ne cesse d'être réclamée par des élites, des forces vives des différents partis du Cameroun. Alain Massoka, est-ce qu'on peut dire d'entrée que c'est le droit de tout un citoyen d'appeler son champion à être candidat à une élection au Cameroun? Écoutez, moi j'observe avec beaucoup d'intérêt le foisonnement des opinions des compatriotes sur cette échéance électorale politique majeure, de même que je reste totalement insensible aux émois que cela chérit chez les uns et chez les autres. Je ne sais pas si les gens font des déclarations parce qu'ils ont, comment on va dire ça, d'autres enjeux. Nous sommes dans une société démocratique qui consacre un ensemble de libertés. Certains appellent à la candidature de M. Biya, qui est le président de la République, d'autres contre. Mais souvenez-vous quand même qu'en matière d'élection, ça se dessine et ça se détermine dans un isoloir. Première chose. Deuxième chose, je ne suis peut-être pas spécialiste en sciences politiques, mais pour les résidus de connaissances que j'ai dans ce domaine, j'ai quand même le sentiment que, en matière de mobilisation politique, chacun a sa stratégie. On est dans un contexte où peut-être les questions de crise de légitimité politique des acteurs politiques qui sont sur la scène font qu'on doit procéder à une démarche de construction. Et peut-être la trouvaille des appels peut se justifier à ce niveau-là. C'est un moyen de pouvoir mobiliser, c'est un moyen de pouvoir faire adhérer, c'est un moyen de pouvoir faire peut-être espérer faire passer une position, un discours. C'est possible, mais enfin, chacun utilise les instruments idéologiques, techniques, scientifiques qui sont les siens pour faire passer le message de sa position. Il y en a par exemple qui décident de pouvoir s'exprimer sur les plateaux de télévision. C'est critiquable dans d'autres cieux parce que la politique c'est le terrain. Oui. Il y en a qui pensent qu'ils ont des militants sur les plateaux de télévision. C'est un choix, vous voyez. Chacun utilise, à mon avis, ces instruments. Maintenant, quereller autour de cette question, ça participe aussi de la vitalité de la démocratie. L'expression, je veux dire, la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont consacrées par notre loi fondamentale, que les gens s'expriment et que les Camerounais se cultivent et qu'à la fin, chacun fasse son choix. D'accord. Et la Léquié, comme toutes les autres parties du Cameroun, a appelé donc à la candidature et même à l'anticipation de cette présidentielle. Denis Atangana, vous avez signé un texte dans la presse qu'on a appelé le contre-appel. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire, et j'invite d'ailleurs tous les jeunes Camerounais à signer les contre-appels, parce que vous savez que bientôt, Cameroun Tribune va publier un ouvrage, Paul Biya, l'appel du peuple. Et, vous voulez dire la Sopecam? La Sopecam va publier un ouvrage, Paul Biya, l'appel du peuple. Moi, j'invite tous les jeunes Camerounais, tous les compatriotes à écrire des contre-appels, parce que j'aimerais aussi publier un ouvrage appelé Paul Biya contre les appels du peuple. Vous avez parlé au nom de la jeunesse de la Léquié? Alors, je voudrais vous dire ici qu'il y a plusieurs types de jeunesse au Cameroun. Si vous avez bien lu la déclaration qui a été signée,
à Mona Télé le 8 février, elle est bien mentionnée, jeunesse consciente et républicaine. On est d'accord qu'au Cameroun, il y a la jeunesse des bars, la jeunesse des jeux de hasard, la jeunesse du Njambo. Et il faut rappeler aussi qu'il y a cette jeunesse-là, esclavagiste, qui depuis 30 ans, qui est dans certains meetings. Et on dit jeunesse, elle crie, il est l'heure. Et pourtant, depuis 30 ans, elle ne fait crier qu'il est l'heure. Donc je voudrais vous dire, nous, on a signé un contre-appel parce que nous estimons que déjà, ceux qui signent les appels, c'est des appels des vieux. Lorsque vous voyez la Léquier, pour arriver à Mona Télé, vous allez de Mona Télé et Mana. Une distance de 17 km, vous passez 2 heures de temps avec des nids d'oiseaux, des nids de poules incroyables. Vous voyez un département où des diplômés de l'enseignement supérieur sont obligés de se faire découvrir des talents de moto-taximan, de call-boxeur, de trésors de sable. Bon, la jeunesse souffre, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Oui. Et je rappelle aussi que cette fameuse élite qui dit par le nom de la Léquier, nous ne leur refusons pas de faire des appels de n'importe quel genre. Mais nous estimons qu'ils ne peuvent pas associer le nom de tout un département parce que cette fameuse élite qui veut parler là, le président Biya est venu à Mona Télé en 92, en 2004. Cette élite a pris la parole. La seule doléance qu'elle a faite à l'envoi du président Biya, c'était inter-inter, qui signifie en français 100%. Alors qu'ailleurs, les gens demandaient des universités, des routes et tout cette fameuse élite s'est contentée de dire inter-inter. Nous pensons que c'est trop, nous ne pouvons plus tolérer. Nous, on a signé pour la jeunesse consciente et républicaine, la jeunesse esclavagiste, des jeux de hasard, des bars. Elle est libre de signer aussi, de faire ça. Ces appels, voilà. Et je vous propose de regarder un jeune de la Léquier que nous avons reçu quelques minutes avant cette émission, qui se désolidarise aussi de cet appel au nom des jeunes de la Léquier. Je suis Joseph Biolo, premier vice-président national de l'association estudiantine de la Léquier, abrégé l'AIDEL. Et par ailleurs, vice-président du conseil national communal de Kola. Oh, je ne me reconnais pas dans ce porte-parole de la jeunesse de la Léquier, soi-disant porte-parole entre guillemets. Pourquoi? Je peux m'expliquer. À la Léquier, nous savons que nous avons 2 grandes associations. Le CNJC, qui est une association que vous savez, dont le chef de l'État est le promoteur. Et nous avons une autre association qui date même avant les indépendances du Cameroun, que je vous ai parlé de l'AIDEL. Et je ne sais sur quelle base un individu peut se lever pour parler au nom de plus de 15 000 jeunes que compte la Léquier et que nous ne reconnaissons pas dans nos rangs. Oh oui, les élites de la Léquier investissent beaucoup. Et que de citer même d'autres projets, je vais commencer par moi-même. Moi, je suis bénéficiaire d'un projet initié par le député à l'Assemblée nationale, Eloudou Barnabé. Là, il avait donné pratiquement au moins à 25 jeunes des arrondissements de Kola et de Vodula de Lobo, des pépinières pour mettre sur pied leurs champs. Donc moi-même, je fais partie des jeunes dynamiques de la Léquier qui s'intéressent à l'agriculture. Jusqu'ici, depuis que le président de la République est au pouvoir, il fait énormément pour la Léquier. Vous n'allez pas me contredire. Tout ce qu'il y a dans la République, peut-être, je vais prendre le cas des concours à la fonction publique. Les jeunes de la Léquier ont accès à toutes les grandes écoles du Cameroun. Je verrai même dans le secteur privé, vous allez trouver les jeunes de la Léquier. Donc on ne saurait dire aujourd'hui que le renouveau ne fait rien pour la jeunesse de la Léquier. Comme on ne pouvait pas inviter tout le monde sur ce plateau, on s'est donc permis de prendre ces réactions. Kabo Libé, est-ce que ça change quelque chose dans le fond du débat? Qu'est-ce qui change quoi? Dans quel débat? C'est-à-dire que je me reconnais pas dans un appel lancé au nom d'un département. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Ceux qui écrivent des appels ont raison. Oui. Ceux qui ne se reconnaissent pas ont tout à fait le droit de ne pas se reconnaître dans une chose. Oui. Tout comme ils ont même le droit de venir le dire à Canal Presse aussi. Maintenant, tout comme Canal Presse a le droit aussi de modifier son format pour le diffuser. Oui. Donc, en réalité, moi, pour quelqu'un comme moi qui, depuis 2004, signait des appels, moi j'ai été signataire et porte-parole de l'appel de 1000 étudiants
dans le cadre du Fonajeune en 2004 contre la réélection de Paul Biya. Je pense que beaucoup ici s'en souviennent. Ça n'a pas empêché à l'époque qu'il y ait certains étudiants qui montent au créneau et disent on ne se reconnaît pas en lui. On ne peut pas faire l'unanimité partout de toute façon. Sauf que 11 ans plus tard, on ne se souvient plus beaucoup de cela. Donc en fait, moi je trouve simplement, je souscris avec Alain Ambassoka, vraiment on est en démocratie. Ceux qui aiment Paul Biya ont le droit de le dire et de faire les choses qu'ils veulent. Ceux qui n'aiment pas Paul Biya ont également le droit de le dire et de faire ce qu'ils veulent. C'est la fin qui justifiera les moyens. Moi, à titre personnel, je trouve ces appels indécents, je les trouve absurdes et je les trouve ridicules. Pourquoi je les trouve indécents? D'abord parce que le Cameroun fait face à des défis importants. Maintenant, qui sont des défis économiques, des défis sociaux et surtout des défis sécuritaires. Au moment où des jeunes lieutenants-colonels se font assassiner à la frontière, nous assistons à une dérépétation politique d'un groupe de vieillards à mal d'inspiration, craintifs d'alternance et qui gigotent autour de leur idole et créateur. Donc, bon, voilà, maintenant ça fait diversion et ça nous éloigne du plus important. Des problèmes de fond. Quand je dis que c'est absurde parce que le président Biya, que des gens aient le courage de monter au créneau en masse pour lui demander d'être candidat. Moi, je voudrais qu'on me dise quelles sont les raisons pertinentes de cela. C'est absurde parce que le président Biya, à l'âge qu'il a, le temps qu'il a passé au pouvoir, est incapable encore de faire rêver le Cameroun ou les Camerounais. Il devrait tranquillement prendre sa retraite, comme tout haut commis de l'État qui a donné le meilleur de lui-même. Et je dis ridicule, tu m'arrêtes quand tu veux. Je dis ridicule parce que dans tout cela, en réalité, ils sont à plaindre, ces gens. C'est-à-dire, on voit à quel point ils sont fébriles. Ils redoutent l'alternance comme la peste. C'est la peur du lendemain. Malheureusement, les 30 ans de leur incurie commencent à leur venir de près, commencent à être visibles de près. Ils essayent de reculer l'échéance, ils vont peut-être momifier Paul Biya, je ne sais comment ils vont faire. Pour aller le plus loin possible. Parce que, souvenez-vous, et là vous parlez seulement de l'appel de la Léki, vous faites un tort à l'appel du Sud profond. Parce que Parfum Voum est à la tête d'un autre appel qui lui date pratiquement de 3 semaines, de jeunes du Sud profond. Et moi j'ai lu cet appel, signé des gars de San Milima, des Bolova, qui disent, grand-père, à l'âge que tu as, il faut partir. Et ils ont d'ailleurs dit, je prends cet exemple pour parler du côté ridicule, ils ont dit dans cet appel que le porteur de l'appel du Sud, que certaines élites du Sud, notamment l'actuel DCC je crois, ils ont dit dans leur contre-appel à eux que ce porteur-là apparemment avait distrait récemment 100 millions pour se construire je ne sais quoi, un arsenal solaire du côté de Soie. Alors si ce qu'ils disent là-dedans est vrai, ça veut dire qu'on comprend pourquoi les gens... flagorne devant Paul Biya, mais ça c'est pas nouveau, ça a existé dans la Russie de Souslov, de Brejnev, dans Cuba de Castro, de Felipe, c'est des choses déjà vues, sauf que la fin également est connue. Avant Denis Atangana, je parle à vous sous les Olumule, avant Denis Atangana, il y a bien le Manidem qui a dit non à une nouvelle candidature de M. Biya à sa succession. Le Manidem a écrit, il ne pense qu'à eux, M. le Président, pensez au Cameroun. Osez, Monsieur le Président, chers compatriotes, osez. Vous direz la même chose, peut-être? Je dirais d'abord qu'après Denis le Manidem, il y a un jeune aristocrate qui vient de dire non. C'est pour dire que je l'ai vu, il était bien habillé. C'est vous dire à quel niveau est-ce que la manipulation est en marche, parce que mais il faudrait lui dire que Denis Atangana était en droit d'être le maire de mon atelier. Et nous savons, pour y avoir été, qu'il a beaucoup travaillé, il a une bonne réputation qu'on ne peut pas lui contester aujourd'hui et qu'on ne peut pas lui contester un jeune, n'est-ce pas, qui vient de me faire rigoler tout à l'heure. C'est un petit rigolo qui est venu, je ne sais pas comment il est arrivé là. Mais non, bon, de toutes les façons, ça va continuer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, pour suivre ce que Cabral disait tout à l'heure, le temps, à un moment donné, était l'arme du président. Chacun disait le temps du président. Mais aujourd'hui, le temps se joue contre le président. Il va être très difficile pour le président de rattraper le temps et de regarder encore son cadran pour savoir quel temps il fait. Je voudrais, avec votre permission, aller tirer, n'est-ce pas, la source de mon inspiration en 1987, n'est-ce pas, pour convoquer à l'histoire un pays qui s'appelle la Tunisie. La Tunisie, en ce moment, vit une histoire, n'est-ce pas? Il y a un souverain, il y a un roi qui pense un peu qu'il est même qu'il est Napoléon, mais sauf qu'il s'appelle Habib Bourguiba. Habib Bourguiba a 96 ans et puis il commence un peu à être fou. Ça fait qu'en novembre,
il y a deux réseaux qui s'affrontent. Mais Habib Bourguiba est assis, il pense que non, tout le monde le félicite, on vient s'agenouiller. Mais il ne sait pas qu'il y a d'un côté les frères musulmans qui, c'est vrai, le jour sont avec lui, mais dans l'obscurité préparent, n'est-ce pas, son débarquement. Il y a un autre réseau qui est conduit par Ben Ali, qui est Premier ministre, qui pense qu'il faut tout faire. En fin octobre est décidé au niveau des frères musulmans, n'est-ce pas, le débarquement d'Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, si vous arrivez aujourd'hui en Tunisie, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'avenue Habib est comme, n'est-ce pas, la tour de Gustave Eiffel en France. Oui. Mais sauf que, quand Ben Ali soupçonne que les frères musulmans vont débarquer à Bourguiba le 9 novembre, le 7, il anticipe, il fait un coup d'état médical. On place Habib Bourguiba dans un asile. C'est un asile ou bien un asile Un asile, parce qu'on estime qu'il est sénile, il est fou. Et du coup, c'est un mythe qui tombe. Du coup, c'est quelqu'un qui n'existe plus. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Il y a des réseaux de l'autodestruction qui s'affrontent. Voilà. Celui qui restera en force, n'est-ce pas, un jour ou l'autre, devra peut-être mettre M. Biya en asile. Si, entre-temps, M. Biya n'a pas compris que tous ces gars-là se battent pour le maintenir comme par avant, et non parce qu'il aime, n'est-ce pas, le garder, n'est-ce pas, dans un désir d'éternité probant. Donc c'est à lui de le comprendre. Et de prendre une décision finale. La grande décision, si vous permettez, pour cette première chute, c'est qu'ils disent dès maintenant qu'il sera candidat à rien, qu'il envoie tous ces gars-là, tous ces blancs, n'est-ce pas, à leur retranchement, et qu'ils disent « j'ouvre le jeu démocratique ». Vous allez voir, tous les jeunes vont aller vers Elekam, et chacun va se battre maintenant. Et il va mettre entre guillemets toute la duplicité de caractère qui est en train d'irriguer toutes ces histoires que j'appelle le délit collectif. Et Éric Benjamin Lamère, on a aussi, au-delà de l'affrontement entre les appels et les contre-appels, on a des initiatives qui demandent une modification de la Constitution pour une élection anticipée. Pourquoi cela braque finalement, puisque une Constitution, on y touche quand on sent que quand il y a absolument nécessité. Exactement. Pour ma part, tout cela participe de la construction de l'illisibilité du paysage politique camerounais. Vous rappelez tout à l'heure que le président lui-même a dit que l'élection présidentielle est certaine, mais lointaine. Oui. D'où vient-il que quelques mois après, des gens de son bord politique se lèvent pour appeler à une anticipation. C'est bien entendu que c'est 2018, parce que le mandat s'achève en août 2018. D'où vient-il que des gens de son bord politique qui répondent de lui viennent pratiquement contredire la parole présidentielle qui dit que l'élection est certaine, mais lointaine. Oui. Et ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est que ces appels-là proviennent d'un bord politique, d'un parti politique précis, qui a des textes précis, qui disent que le président national du parti est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Je ne vois pas comment on appelle quelqu'un qui est naturellement candidat oui. Alors qu'il n'y a plus une révision des textes entre-temps, pour lui demander de se porter à nouveau candidat. Tout cela participe à la concession de l'illisibilité, parce qu'il faudrait peut-être dans ce pays arriver finalement à un calendrier politique figé dans le temps, tous, oui. Et sur lequel tout le monde s'accorde. Maintenant, peut-être qu'il y a des considérations qui sont très éloignées de nous, qui se font qui sont connues de certains cénacles. Mais pour ma part, l'observateur naïf que je suis, je trouve que ça ne nous permet pas de nous situer véritablement par rapport à la concession de la démocratie. Et il faudrait peut-être que le président se prononce sur ce que vaut désormais sa parole, si elle est battue en prêche par ses lieutenants qui estiment que le lointain là, est vraiment très loin et qu'il faudrait ramener ça à des échéances beaucoup plus immédiates. Merci. Alain Massouka, Paul Biya l'a déclaré sur France 24 en 2005 à la veille de la modification de la Constitution de 2008 en disant il sait très bien que le peuple est déterminé à savoir ce qui est bon pour lui et quelles seraient donc les conséquences d'un président qui sait que le peuple attend beaucoup de lui. Quelles seraient les conséquences d'un non, par exemple, à ces appels? Attendez que je fasse quand même une ou deux rectifications, si vous me permettez. Bien sûr. Vous savez, j'ai une grosse sensibilité pour les jeunes au Cameroun, j'en suis un, et c'est assez indécent que je laisse dire sur ce plateau que les jeunes sont des rigolos. J'estime quand même que c'est assez insultant. Moi, j'ai fait 10 ans à produire des émissions pour les étudiants au Cameroun.
ce jeune que je viens d'écouter en doctorat à l'université de Yaoundé 1, pour dire simplement que il faut qu'on fasse très attention. On est dans un contexte de démocratie, les gens sont libres d'exprimer leurs opinions. Vous avez parlé tout à l'heure du contexte de la laitier, dont moi j'ai expliqué ici tout de suite de manière générale l'opinion que j'ai sur cette question de la laitier ou de l'appel ou du contre-appel ou du non au non. J'ai envie de dire que ce qui est important pour les Camerounais de savoir, c'est quels sont ceux qui, on va dire quoi, promeuvent les opinions, doivent les faire par rapport à des profils. Moi j'ai écouté la querelle entre les jeunes laléquiers, où on contestait à M. Denis Atarna, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, un problème de, on va dire quoi, de légitimité par rapport à la jeunesse, vous savez, parce que dans toutes nos régions, je suis Mbamois, M. Soule Noyol aussi, un Mbamois comme moi, et il y a des représentations organiques qui permettent de pouvoir affirmer la légitimité des uns et des autres. Je parle bien de la catégorie de la jeunesse. Donc je ne voudrais pas que les catégories sociales servent de tremplin à des acteurs, je vais dire à mal, on va dire, de légitimité. Et je dis aussi que les gens sont libres de s'exprimer. Ces autres jeunes laléquiers se sont exprimés contre une déclaration qui concerne leur département. Il est bon qu'on puisse respecter les opinions des uns et des autres. Je crois qu'il faut répondre. C'est aussi ça la liberté d'expression et la démocratie. Exactement. Merci. Et maintenant sur la question du non. Ah, j'espérais que c'est à cette question qu'il répondait. Non, non, non. Il a demandé une minute pour répondre à autre chose sous les. Tu crois que je prends aussi une minute pour dire pourquoi j'appelle rigolo. Comme c'est moi qui modère, je ne vous la donnerai pas cette minute. Alors, Massoka, allez-y. Je la prendrai de toute façon. En me souvenant que vous êtes modérateur et unique modérateur de ce plateau, je vous remercie de me remettre la parole. Carole, très sincèrement, je crois que la question sur l'alternance au Cameroun appartient aux Camerounais. Il y a un mode d'expression politique qui s'appelle une élection. Que les politiciens, les acteurs politiques puissent œuvrer au quotidien pour mettre en place les conditions, on va dire quoi, régulières, normales, qui permettent de pouvoir exprimer l'opinion des Camerounais ou le choix des Camerounais pour cette échéance. Les opinions des uns et des autres leur appartiennent. Ce qui est important et qui est intemporel, qui est permanent, qui est constant, c'est que des conditions acceptables, crédibles soient mises en place pour permettre que votre suffrage, son suffrage, le mien et celui de tous les Camerounais puissent être exprimés valablement. Pour le reste, là, je considère que c'est des querelles intestines. D'accord. Denis Atangana, on sait que notre président a la réputation d'être imprévisible. Dans le quotidien Mutation cette semaine, Yannick Dienga allait chercher quelques éléments pour étayer cette thèse, comme quoi en 1990, par exemple, quand son entourage l'appelait à ne pas ouvrir au retour au multipartisme, M. Biya a bien déclaré à ses militants de se préparer à une éventuelle concurrence. Ça veut dire que peut-être, on ne va pas aller dans une boule de cristal, mais on ne sait pas ce qu'il va répondre. Oui, mais je voudrais dire qu'au Cameroun, le président Paul Biya a compris que le Conseil national de la jeunesse est un machin. La preuve... Donc il a créé un machin? Il a créé un machin, la preuve. Au dernier vœu, au palais de l'unité, la présidente de Bayamsel a été invitée au palais pour aller saluer le président. Le président du Conseil national de la jeunesse n'y était pas. Il n'a pas été invité. D'où vient le fait que des gens que lorsque je vais au défilé... Mais de là à dire que c'est un machin... C'est un machin, mais c'est clair, puisque le président a compris. Il invite la présidente de Bayamsela, mais il n'invite pas le président du Conseil national de la jeunesse. Et donc il est imprévisible aussi sur cet aspect? Ça veut dire qu'il comprend que c'est un machin. Donc, lorsque je vois celui qui... Je suggère un mot de remplacement. Tout simplement. Carole, je te propose bidule, par exemple. Voilà, merci. Ça ne m'amène pas très loin. Alors, donc, lorsque j'entends donc un jeune esclavagiste qui dit il est membre du conseil de la jeunesse. Je voudrais préciser que lorsque je vais au défilé à mon télé, c'est eux qui arrangent les chaises. S'il vous plaît, je vous suggère une chose. Monsieur Alain Massouka, vous n'êtes pas de la Ligue. Je sais que vous êtes le fils adoptif de monsieur Yeba ici. Tous les Camerounais, c'est moi qui ai la raison. Je voudrais répondre à votre question. Je voudrais répondre à votre question. Il vaut mieux parler aux gens qui peuvent vous répondre sur le plateau. Lorsque vous parlez à ce gens, il ne pourra plus vous répondre et ce ne serait pas décent. Gardez toute votre décence d'homme politique, d'entrepreneur politique pour le débat. Allons-y. Je trouve aussi indécent qu'un jeune défende des opinions, la candidature d'un monsieur qui se fait représenter à son anniversaire. Ça, c'est votre opinion, vous êtes d'accord. Je suis d'accord avec vous, c'est votre opinion. Je voudrais vous répondre. Cette précipitation qu'on voit, on a l'impression que soit le président Biya, soit le RDPC ont peur du retour de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Vous voyez un peu. Et vous savez que M. Nicolas Sarkozy a un CV assez important en matière de renversement des chefs d'État. Et puisque sur le contexte international est en train de démontrer qu'en 2017,
M. Nicolas Sarkozy risque d'être président de la République en France. Le RDPC est donc en train de précipiter les choses. D'accord, merci. Ça fait que moi, je les comprends. Mais moi, je voudrais faire une proposition au président de la République. On arrive aux propositions tout à l'heure. Cabral, vous avez l'impression qu'il y a un agenda, il y a un scénario qui est déjà écrit pour cette présidentielle anticipée? Mais ce qui se passe, c'est pour ça que je dis, c'est du déjà vécu. Il n'y a rien de nouveau. Sauf qu'on va simplement tirer les conséquences de ce retour de l'histoire. C'est aussi simple que ça. Je pense que M. Soulet a dit quelque chose tout à l'heure, et ça me renvoie un peu à ce que vous me demandiez au début. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas la carte des partis ou les agitations des partis, c'est la carte électorale. Ça va se jouer sur le terrain de l'élection. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec Alain lorsqu'il dit que c'est des querelles intestines. Non, je comprends la distance qu'il cultive vis-à-vis de ses actualités. D'ailleurs, partiellement, par moments, il est beaucoup plus proche. Mais tout cela participe... rassurez-vous, mais avec une opinion assez distante. Tout cela participe de la structuration de l'opinion, figurez-vous. Eh bien, ce n'est pas un jeu, tout ce qui se passe. D'ailleurs, même à Benjamin, j'ai envie de le dire, ce n'est pas un jeu. Vous avez parlé de 2007. Le président Biya est reçu au Talk de Paris. Nous sommes en 2007. On lui pose la question, serez-vous candidat? Il lui répond, non. Il est en visite en France, je crois. Il lui répond, non. Il y a des défis beaucoup plus importants. On en parlera plus tard. Sauf que exactement 2 mois plus tard, les élites du Sud, encore elles, certaines de ces élites, lançaient un appel à la révision constitutionnelle. Plus tard, Paul Biya leur dira, je vous ai compris. Et quand je dis plus tard, c'est l'année qui suivait. Je vous ai compris. Et on a eu la révision du 14 avril 2008. Donc, c'est simplement une répétition de cela. Donc, comme c'est pas M. Atangana le disait, c'est la même chose qui se répète. C'est pour ça que c'est ridicule, parce que le président Biya va bientôt dire « je vous ai compris ». Mais là n'est pas le problème. Le président Biya a le droit de leur dire qu'il les comprend. Le président Biya a même le droit d'aller aux élections. Tout comme ceux qui veulent lui réserver une défaite cuisante à cette élection ont le droit d'appeler les jeunes qui sont outrés, tous ceux qui sont outrés. On ouvre aujourd'hui les débats sur la représentation, la légitimité, mais c'est des mots qui ont des définitions. Bien sûr. La légitimité, c'est l'acceptabilité. Et il y a eu des échéances, notamment dans la Léké, qui ont démontré d'abord le courage et l'engagement politique de certains et leur acceptabilité. Il me semble que le mérite de M. Atangana qui est ici est déjà d'être allé à l'élection contre ses aînés et ses parents. Et d'ailleurs, on sait que la situation dans la Léké s'est terminée en contentieux. Mais si on se contente même des suffrages qui ont fait de lui le perdant, il était le deuxième. Et il l'a dit tout à l'heure, M. Souley, les statistiques le disent, il était à un poil d'être maire. Alors si, aujourd'hui, un jeune qui fait doctorat, d'accord, parmi tous ces jeunes Camerounais qui font des doctorats, oui, je veux simplement qu'un jeune qui fait doctorat vienne dire que dans la Léké, pour avoir une voix qui porte, il faut être dans le CN, le Conseil national de la jeunesse, entre autres, ou alors l'AIDEL, que je connais également très bien. Mais vous savez combien d'associations ethniques il y a dans les universités? Non, pas du tout. Et même, non, mais pourquoi vous voulez en sortir? Parce qu'il faut donc dire la vérité. Moi, je connais l'AIDEL. L'AIDEL, puisque j'ai plein d'amis qui ont milité là-dedans. D'abord, c'est une écurie pour cooptation dans les concours administratifs. Et de deux, c'est une autre écurie de contrôle par quelques élites politiques selon qu'elles sont au pouvoir à un moment ou pas. Donc, évidemment, allez chercher les parrains de l'AIDEL, vous trouverez le patron de quelqu'un ici parmi nous. Merci. Donc, je vais permettre à Alain Amassoka de réagir là-dessus, à ce scénario qui a été présenté. J'arrive à vous aussi. Non, il faut prendre la parole 2 fois de suite. S'il vous plaît, c'est moi qui la donne cette parole. Sauf si vous pensez que comme il est le représentant... J'arrive à vous tout à l'heure. J'arrive à vous tout à l'heure. J'arrive à vous tout à l'heure. On a parlé d'un scénario... On a parlé d'un scénario d'anticipation de la fonction. Est-ce que vous l'entrevoyez aussi de la même façon? J'ai un gros embêtement pour vous aider. Toutes les fois où les plateaux sont aussi irrespectueux de ceux qui nous regardent, moi, ça me pose un gros problème éthique dans ce métier. Franchement, il faut qu'on respecte les téléspectateurs, s'il vous plaît. Écoutez, pour commencer, je voudrais qu'on puisse respecter les opinions et les positions des uns et des autres. Une opinion de quelqu'un ne doit pas être, on va dire quoi, collée à, je sais pas moi, une position ou alors à un autre individu. Alain Amassoka n'est pas né aujourd'hui, il ne s'exprime pas aujourd'hui. Je crois qu'il s'exprime depuis très très longtemps et je refuse d'être catalogué.
Je suis journaliste, je sers la République, y compris à travers les intermédiaires. Comme chacun de nous ici, je peux ouvrir les itinéraires des uns et des autres, y compris ceux qui sont en face de moi, y compris ceux qui sont en face de moi et qui font la communication des facultés, alors que ça n'existe pas statutairement. Passons. S'il vous plaît, je vous en prie, est-ce que je peux revenir sur votre question? Allez-y, revenez, je vous en prie. Vous me la rappelez, s'il vous plaît. On parle de ce scénario que Cabral Libé a présenté tout à l'heure et Denis Atangana un peu avant. Il y a une présidentielle qui se passe en France, dont il faut anticiper tout pour y être. Parce que M. Sarkozy est réputé chasseur de présidents au pouvoir, surtout en Afrique. Vraiment, restons au Cameroun pour bien comprendre les choses qui se passent chez nous. J'ai envie de dire que l'avenir du Cameroun ne se joue pas en France. Ben écoutez, la situation politique d'un pays tient compte d'un ensemble de facteurs. Il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Et les questions de politique internationale se greffent très souvent évidemment aux situations, on va dire quoi, des situations politiques de certains pays qui ont un ancrage plus ou moins poussé sur, on va dire quoi, notre pays. Et la France est un pays qui a une relation, on va dire quoi, assez directe et dont qui peut avoir un impact sur le fonctionnement de notre pays. Et vous ne voyez pas sa main dans ce schéma? Moi, je vois plutôt une question de calcul politique. Vraiment, moi, je l'ai dit au début, en politique, il faut être un bon stratège. Et quand vous êtes un stratège, vous devez savoir, vous savez, en politique, l'objectif, c'est d'arriver au pouvoir. Quand vous y êtes, l'objectif, c'est de vous y maintenir. C'est aussi simple que ça, c'est du B.A.-ba en sciences politiques. Donc, moi, je vois davantage une question de stratégie. Quand vous voulez garder le pouvoir au Cameroun, vous devez tenir compte d'un ensemble de réalités géopolitiques. Les puissances qui peuvent interférer, qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de votre politique nationale. Il est normal que quand il y a une échéance comme celle que nous attendons chez nous, que les uns et les autres puissent faire leur calcul. Mais plus sérieusement encore, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à la vérité, il faut très bien regarder les arguments des uns et des autres. Je sais qu'à l'échéance 2018, il y a on va dire quoi, des événements qui arrivent. Il y a des contraintes qui existent aujourd'hui. J'ai vraiment envie de savoir, pour tous ceux qui nous donnent de grandes leçons de politique, qui nous expliquent comment, vraiment, en tant qu'acteur et en tant que responsable politique notamment, on peut aisément planifier avec efficacité ce type de calendrier sans réfléchir par deux fois sur la question de l'efficacité. On est en 2016, 2018 c'est demain, on a un Boko Haram qui nous tape tout le temps sur le dos, on essaie de résister, ça nous coûte beaucoup d'argent. En 2018, on va avoir certainement 2 à 3 élections. Peut-être 4 même. Peut-être même 4. En même temps, nous sommes des jeunes, on a besoin d'emploi, on a besoin de booster la croissance. Il y a des grands chantiers, vous n'avez pas parlé de l'Ompanga qui aujourd'hui devient un secteur qui intéresse un modèle pour les autres pays. Exactement. Oui. Franchement, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas qu'on prenne les Camerounais en otage des débats qui ne leur permettent pas de pouvoir améliorer leur quotidien. Il faut qu'on puisse mettre l'accent sur ce qui me semble être des préoccupations majeures des Camerounais. Comment faire pour pouvoir trouver de l'emploi aux Camerounais, aux jeunes Camerounais notamment? Comment faire pour pouvoir, on va dire quoi, booster la croissance économique et permettre que le pouvoir d'achat des Camerounais puisse... Merci Alain Massouka, c'est compris. Il y a des questions éminentes qui intéressent les Camerounais au quotidien, auxquelles il faut apporter des réponses. Merci, mais sous Léoliono, j'allais dire, je vais dire que tout cela est greffé quand même sur le politique, parce que c'est le politique qui pense tous ces détails-là, n'est-ce pas? Ok, j'ai envie de dire pic pour pic. Je viens de retrouver le vrai Amasoka à la dernière chute, c'est-à-dire là où il déroulait sur, n'est-ce pas, les préoccupations qui interpellent le Cameroun aujourd'hui. Et vous avez vu comment mon frère a été embarrassé. Il a parlé de l'anticipation. Je crois que vous avez dit qu'il fallait être poli. Sauf si vous pensez que ça concerne les autres et pas vous. Ce que vous dites est déjà assez impoli. Si c'est pour nous, sur le débat. D'accord, ok. Les téléspectateurs se rendent compte que vous êtes plus inélégant que moi. Je vous ai laissé parler. Je voulais simplement dire qu'il est difficile de soutenir l'insoutenable. Et il est difficile pour Alain Massouka d'être autre chose que lui-même. La preuve, c'est qu'il a du mal à défendre l'indéfendable, comme il a fait tout à l'heure. Merci Cabral, n'est-ce pas, de n'avoir pas dit rigolo, mais d'avoir tout au moins partagé ma pensée par rapport, n'est-ce pas, à cet vous nous ramenez toujours en arrière et oui, c'est vous qui avez voulu. Vous avez introduit un cheveu dans la soupe. Et maintenant, je vais vous si vous me laissez, madame, je suis aussi capable de vous dire, ok. Hein? Allez-y. Voilà, merci beaucoup. C'est vous qui avez introduit un cheveu dans la soupe. Allez-y, et c'est moi qui peux aussi l'arrêter en même temps. D'accord. Donc allez-y. Si vous permettez que je continue, je continuerai bien volontiers. Je voudrais dire tout simplement que l'élection présidentielle 2018 ou 2016 ou alors même 2000 maintenant
nous pose un problème parce qu'on ne sait pas ce qui est derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard des défis qui interpellent le Cameroun, dont vient d'énumérer, Amasoka vient d'énumérer quelques-uns, est-ce que nous devons parler de 2018? Non, pas du tout. Madame, le RDPC aujourd'hui se retrouve dans une situation d'une équipe de football qui a tout, hein, l'arbitre, le chrono, les juges de ligne. C'est une équipe très forte qui en réalité n'a aucun problème, mais qui n'a même pas d'adversaire parce que l'opposition aujourd'hui laisse jouer le RDPC. Mais qui crie? Non, il faut diminuer le temps, on n'a plus le temps. Non, vous ne pouvez pas jouer contre vous-même. Hein, sans adversaire, vous maîtrisez tout et vous pensez qu'il y a un problème de temps. Et c'est là où Benjamin la main a raison. Quel est l'agenda? Qu'est-ce que nous cache le RDPC? Ou alors, que nous cache le candidat du RDPC qui promeut aujourd'hui l'anticipation? Monsieur Biya doit nous dire. Je crois qu'à l'avenir, il nous le dira. Et c'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord avec l'équation Sarkozy. Sarkozy n'est même pas sûr d'être candidat à la candidature. Parce qu'aujourd'hui même, on peut rendre même sa candidature illégible. Il est impossible. Même impossible. Inéligible ou bien impossible. Donc Sarkozy ne nous intéresse pas. Ce serait donc quoi? Non, Sarko, oui, j'en viens. Oui. Sarko ne nous intéresse pas. Oui. Il a été là, il n'a pas été capable, n'est-ce pas? Il n'a pas le background politique pour chasser Biya. Je vous assure, il ne peut pas. Voilà. Quoi qu'on dise. Sauf, je ne sais pas comment il va faire. Donc, ce n'est pas une histoire de Sarkozy. Mais l'histoire est ailleurs. Ailleurs, là, c'est quoi? C'est que ces gars-là qui savent que pour une élection présidentielle anticipée, il faut modifier la Constitution. En modifiant la Constitution, hein, ils vont donner l'impression, on va faire une fixation sur, n'est-ce pas, cette élection présidentielle anticipée, mais ils vont profiter pour introduire une disposition sur la vice-présidence. Et la vice-présidence va permettre à M. Biya de nommer un vice-président. Lui, il sera le roi au-dessus, et un vice-président qui servira de laquais, n'est-ce pas? Et du coup, on va se permettre une stratégie qui sera que M. Biya passera en douce le pouvoir à celui qui sera exactement comme lui. Parce que justement, M. Biya et même le RDPC, ils ont peur de perdre leurs privilèges, la Cour, ils ont peur de n'est-ce pas, ce qui se passera après. Ils préfèrent avoir quelqu'un de sûr, un vice-président qui ne va faire que dans la continuité. Et c'est peut-être ça l'agenda caché, mais pas ça. Éric Benjamin Lamère, dans un contexte où on voit déjà les choses bouger, vous observez l'opposition et vous avez l'impression qu'elle suit aussi le train lancé déjà par les élites et les forces vives, notamment les militants du RDPC? J'ai l'impression que l'opposition est un peu groggy par la déferlante du RDPC. Elle se cherche une stratégie pour pouvoir exister par rapport à cela, parce que tous les médias sont quasiment accaparés par le RDPC. J'ai encore vu sur l'antenne de Canal 2 hier un long direct sur le meeting de l'Ouest. C'était la difficulté qui est celle de l'opposition à pouvoir se faire entendre. On entend des gens comme, quand même. On entend des gens comme les Abel Elibi Lobé, on entend des gens comme Anixé Kané. Sur les mêmes antennes, vous avez vu Maurice Kamto lancer une pétition quand même pour la révision du code électoral. Je dis pas que les autres ne parlent pas, je dis qu'en termes de proportion, on n'en a pratiquement que pour le RDPC. Le RDPC a eu 3 heures d'antenne hier à Canal 2. C'est parce que les autres partis qui n'ont pas la même taille que le RDPC, soit dit en passant, puissent revendiquer ce plan d'antenne. D'où leur difficulté à pouvoir se rendre audible et à pouvoir vendre leur stratégie. Mais il en existe quand même qui essaient de dire qu'il y a... Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens? Limbi Lobé, par exemple, appelle à une contre-candidature, non, à un contre-appel, il lance un contre-appel. Je pense que c'est le cas pour Anissé Kane également. Kawala aussi, qui mais je ne pense pas que ce soit des démarches suffisamment pertinentes, à mon sens, parce que le président Biya a le droit de se représenter, rien ne le lui interdit. On attend davantage ces parties-là sur la structuration d'idées nouvelles, de projets, de démarches comme celle d'appeler à
une inscription massive des électeurs dans les listes électorales, parce que, quoi qu'on dise, c'est dans l'isoloir que tout cela se joue, quel que soit le candidat. Quel que soit le candidat. Je pense que c'est un champ que ces acteurs politiques devraient investir pour pouvoir, en travaillant là-dessus, pouvoir faire passer le message et donner un peu du contrepoids à la déferlante. Maintenant, proposition, 30 secondes, chacun sort de ce sujet. Je commence par vous, Denis Atanga. Vous vouliez parler au président tout à l'heure, pour lui dire quoi? Bien sûr, je pense que le président a dit qu'il voudrait que l'on garde de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. D'accord. À ce titre, il gagnerait à prendre sa retraite. Deuxièmement, il nous a fait avoir un pays où on est en retard sur tous les classements. On a remporté 2 fois la Palme d'Or comme pays le plus corrompu. Le classement Mo Ibrahim, voilà la CAN féminine qui nous dépasse même, on ne sait même pas où on en est. On ne sait pas où on en est. Alors moi je voudrais lui dire, Monsieur le Président, vous nous avez aidé à avoir de façon pacifique la péninsule de Bakassi. Vous avez là 2 éléments, démocratie et paix. Créer une fondation politique baptisée Fondation Paul Biya, et après le pouvoir, on va continuer à vous recevoir partout. Vous irez à Continental Hotel comme vous voulez, vous n'aurez aucun problème. Donc s'il s'engage à créer une fondation politique, moi personnellement, je vais y travailler comme secrétaire permanent gratuitement. Envoyez votre CV. Gabriel Libi, 30 secondes de proposition aussi. On sort de ce sujet. Bon, avant d'arriver aux propositions, mais tu me coupes quand je suis arrivé à mes 30 secondes. Dans les 30 secondes, oui. Tout à l'heure, en écoutant Alain Massoka, j'ai cru entendre qu'il pourrait faire des révélations sur les trajectoires. Il a chuté en disant... Ce n'est pas l'objet du débat, on ne s'y est pas attardé. Écoutez, je vous ai dit quand mes 30 secondes arrivent, vous me coupez. Donc je dis qu'il faut éviter de tenir ce genre de propos. Je suis impatient de connaître ces révélations et préciser que lorsque je communique pour la faculté de droit, je le fais en tant qu'enseignant. Dans cette faculté, j'en ai totalement le droit et ceux qui me résident en ont également le droit. Maintenant, j'attends que juridiquement le contraire me soit apporté par M. Amassoka. Seconde pour la proposition. Autre chose, je voulais également dire, à la suite de Benjamin, puisque tu ne m'as pas donné la parole sur ce sujet, que ce n'est pas l'opposition qui fait perdre ou gagner les élections. Je pense que ce n'est pas l'opposition qui a renversé Ben Ali, ce n'est pas l'opposition qui a renversé Moubarak, ce n'est pas l'opposition qui a renversé Compaoré. C'est l'une. C'est le pouvoir du peuple souverain. C'est le peuple souverain qui dit des choses, qui utilise sa carte électorale. Donc je reste convaincu aujourd'hui et je te rejoins. Moi, ce que Paul Biya fera après, ça ne m'intéresse pas. S'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Donc, comme proposition, moi, je dis simplement à ceux qui écoutent, s'il vous plaît, si vous êtes contre cette affaire, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Ne vous contentez pas de vous inscrire sur les listes électorales. Défendez votre vote le moment venu. Et pour finir complètement, ce souvenir allait m'échapper. Je voudrais rappeler que lorsque je suis porte-parole des 1000 étudiants en 2004 contre la réélection de Paul Biya, le premier journaliste à m'avoir reçu dans son émission à l'époque, c'était Alain Massoka. Merci. Soulé, on va savoir avec vous aussi 2 mots en 30 secondes. On va y arriver. J'ai peur. Des mots déjà. J'ai peur parce que... Donc, et je n'appartenais à aucune organisation à l'époque. Oui, Soulé, allez-y, je vous en prie. En 82, lorsque le Messie arrive avec le biaïsme auquel nous avons cru, les jeunes qui étaient au berceau, c'est-à-dire 1 an ont aujourd'hui 35 ans. Ça veut dire que c'est l'âge limite selon les conventions UNESCO pour être jeune. Et ceux qui avaient 5 ans aujourd'hui ont 39 ans. Ceux qui avaient la dizaine ont aujourd'hui 44 ans. Nous qui étions déjà dans la quinzaine sommes cinquantenaires. Nous ne sommes même plus jeunes. Il y a entre chemin faisant des générations qui ont été dites générations sacrifiées, qui sont nées et sont allées à la retraite sans avoir joui des privilèges de ces régimes. Et aujourd'hui, Carole, c'est important. Peut-être vous pouvez le comprendre parce que dans ma chair de cinquantenaire, nous avons subi. Et peut-être, j'aurais bien aimé que nous subissions cela pour que vous qui arrivez après, qui êtes jeunes, que vous trouvez un terrain paisible. Mais de là, ce que vous qui arrivez, qui êtes jeunes, continuez, n'est-ce pas, à avoir pour président encore quelqu'un que nous avons vu arriver, auquel nous avons cru, il y a un problème. Il faut à jamais convoquer au débat, n'est-ce pas, ou alors anéantir la crise intergénérationnelle. Il faut aujourd'hui qu'on sache, et je vais finir par là en juste 2 mots, pour dire qu'au sein du RDPC, je suis extrêmement énervé de savoir qu'on nous dise qu'il n'y a que le président Biya. Monsieur Henri Eyebe a ici, que j'ai vu travailler
on n'a pas cité son nom ici. Moi, je l'ai vu, n'est-ce pas, dans plusieurs ministères. Il est un homme de poigne. Il peut remplacer Biya. Ils sont nombreux comme ça dans le RDPC qui peuvent remplacer M. Biya. Et je vous assure que je ne suis pas d'accord qu'on dise que c'est M. Biya, amen, amen, amen. D'accord, non, ce n'est pas possible. Et là, vous voyez comment je m'énerve. Parce que je dis aujourd'hui, dans le RDPC, il y a des technocrates avérés qui aujourd'hui sont obligés, parce que ne pouvons pas faire autrement, s'aligner et dire que Biya, amen, sur amen. cette question en sortant sur vos propositions. On retient quoi finalement? Si vous voulez se lever par l'eau présence, vous lui dire quoi? Tout ce que je demande, c'est qu'on rende le calendrier politique au Cameroun lisible, prévisible, qu'on cesse de naviguer dans des incertitudes qui finalement nous amènent quelquefois à douter de notre ambition démocratique, parce qu'il y a des acquis certes, mais lorsque le calendrier, qui est l'un des éléments de la structuration d'une démocratie véritable, n'est pas rendu lisible, ça pose un énorme problème. Si on peut rendre un calendrier électoral lisible, c'est bien. Maintenant, la deuxième proposition, c'est que, et je rejoins la Cabral, c'est qu'il faut que les gens aillent s'inscrire sur les listes électorales, qu'ils s'inscrivent, qu'ils votent, que l'élection soit anticipée ou à date, qu'ils votent et qu'ils s'assurent que leur vote est respecté. D'accord. Donc, ce n'est que comme ça que nous nous installerons dans une société de paix et de conciliation. Alain Massoka, je termine par vous. Merci. Comme vous avez commencé par lui. C'est tout à fait normal. C'est une remarque, simplement. Le début et la fin se rejoignent, c'est là. Voilà. J'apprécie les provocations amicales de mes deux confrères. Je les prends à deux bras et je leur rends la politesse. Je suis heureux que mon ami Cabral dise au moins enfin qu'en 2000, Massoka n'était pas très rattaché à telle ou à telle personne. Au moins, ça prouve que j'exerce depuis. Et que, je ne l'ai pas dit. On va terminer là-dessus, s'il vous plaît, Alain Massoka, puisqu'il faut qu'on avance. Tout comme j'apprécie cette provocation, M. Henri Yeba ici, dont j'assume totalement ma relation professionnelle et institutionnelle, qui est ministre de l'Agriculture, je suis son chef de cellule de la communication. Je vous concède, M. Soulé, vos vœux, mais laissez à M. Yébé la possibilité de pouvoir s'exprimer. Je parle là parce que tu es responsable de communication. J'ai bien compris vos provocations. Je la saisis à deux mains. Sauf que vraiment, du point de vue de ma fonction, j'estime qu'il faut que lui s'exprime s'il en a le loisir. Vous avez demandé des propositions. Et quand il demande par exemple, il a exprimé les libertés d'opinion. Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas à tous ces appelants de laisser monsieur Biya? Pourquoi voulez-vous... Vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, la logique de choisir, de demander à monsieur Biya de se présenter. Monsieur Soulé, vous mettez le droit de dire que monsieur Biya peut être président. Monsieur Soulé, laissez à chacun le loisir d'exprimer. Alors, on va évoluer dans la suite. Désolé, ça pose un problème. Puisqu'on a encore besoin de parler de cette lutte contre Boko Haram, comment lui redonner du souffle au contrat. C'est cette semaine où l'émotion était à son comble lorsqu'on a annoncé la mort de plusieurs jeunes soldats, dont ce lieutenant-colonel Honoré Kwene et le capitaine Yari. Eric Benjamin Lamère, vous les connaissiez très bien, c'était des jeunes valeureux, vous avez dit? Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de ces deux officiers et de tous leurs camarades qui sont tombés, le capitaine Emmanuel Yari, qui appartenait au centre antiterroriste des bataillons d'intervention rapide, et le lieutenant-colonel Bertus Kwene, qui sont morts au cours de cette semaine lors d'une offensive qui me semble être la plus grande offensive que nous ayons menée depuis le début de cette guerre. On n'en a pas suffisamment parlé, mais l'opération que l'armée camerounaise, sous la bannière de la force multinationale mixte, a menée à gauche et en territoire nigérian, est jusqu'ici la plus grosse opération que nous ayons menée. Je ne créerai pas de secret en disant que ça a mobilisé environ 1000 soldats et ça a permis de mettre la main, on parle de gauche de manière abstraite, mais c'était une base militaire avec tout ce que là se pose comme industrie de fabrication des explosifs, des mines. On a vu des photos et des images. Je pense que il est bon que, au-delà de l'effervescence politique que l'on observe, qu'on ne perde pas l'esprit que nous faisons face à une menace suffisamment sérieuse. Parce que, vu de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam,
on est dans une indifférence que je qualifie de criminelle, parce que on dit 37 morts, hier encore il y en a eu 20. On fait le décompte un peu froidement. C'est des chiffres comme ça qu'on balance et puis une heure après, on est passé à autre chose. Ce sont des vies qui s'arrêtent, ce sont des compatriotes qui décèdent. Je pense que la nation devrait à chaque fois s'arrêter pour rendre hommage à tout cela qui ne demandent qu'à vivre. D'accord. Denis Atangana, on est passé à une moyenne de 2 attaques presque par semaine. Le principe reste le même. Des kamikazes s'introduisent dans des coins publics, des marchés, des lieux de deuil, des lieux de prière. Comment est-ce qu'on peut minimiser ces attaques finalement? On ne peut pas les minimiser. Comment faire? D'autant plus que moi j'étais de ceux qui avaient estimé que le président Biya avait fait une grosse erreur en déclarant la guerre sans avoir réuni le Conseil national de sécurité. Parce qu'une guerre, il faut la penser. Et lorsque vous déclarez la guerre à une Y, parce que Boko Haram c'est comme l'iceberg, vous ne voyez que les 1 dixième, vous ne voyez pas les 9 dixièmes. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que les choses avancent, ça commence à donner raison à ceux qui avaient pensé qu'il fallait mieux préparer la guerre, il fallait asseoir les experts pour établir une vision. Oui, parce qu'en ce moment, on se retrouve dans notre propre piège. Le président a dit, Boko Haram ne peut pas nous dépasser. On a vu encore, il a appelé à une riposte globale. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur le terrain même, les puissances qui étaient, les pays comme le Tchad qui étaient avec sur le terrain, la force multinationale a de la peine à s'implanter. Ça pose un problème. Mais il faut féliciter les efforts que les populations sont en train de faire à travers des comités de vigilance qui sont en train. Et puis, chercher à ce qu'il y ait plus de collaboration entre les populations et les autorités. C'est pour moi l'occasion de dire, par exemple, aux forces de défense et de sécurité, que des jeunes qui font dans la moto, le taxi, c'est par là où Boko Haram passe facilement. Quand vous faites le tour du Cameroun, des endroits les plus reculés, vous vous rendez compte que les policiers et gendarmes prennent les doigts de la route à ces motos-taximans parce que et ça devient compliqué. Donc vous appelez à quoi? À les discipliner, à les J'invite le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, et le délégué général à la Sûreté nationale à travailler sur cette question-là. Parce que plus il n'y a pas de bon rapport entre la population et les forces de défense, il n'y aura pas du bon renseignement. Alors, Cabral Libby, l'œil du Sahel nous a annoncé cette semaine que le FBI forme notre armée à la détection d'engins explosifs improvisés, sûrement pour faire face à la nouvelle menace. Comment est-ce qu'on peut éviter les surprises des kamikazes finalement? C'est possible? Ben écoutez, c'est quelque chose de très difficile. On en a souvent parlé ici. Sur cette question, nous nous rejoignons tous et je pense que nous nous situons au-dessus des clivages. On le disait d'antan, c'est des compatriotes, des jeunes compatriotes qui tombent là-bas. Des gars qui avaient tout leur avenir devant eux, qui sont décimés comme ça par des voyous de l'autre côté. La guerre asymétrique, c'est une guerre longue. Nous ne sommes pas les premiers à la faire. Même ceux qui viennent nous former ont eux-mêmes fort à faire. Partout où ils se trouvent dans le monde. Vous savez, le FBI, il est en Somalie, oui, il est un peu partout. Donc c'est pour ça que moi j'appelle toujours à beaucoup plus de réserve sur cette question. Autant pour ceux qui sont euphoriques dans leurs annonces, autant ceux qui critiquent. Je pense qu'on est dans une affaire, moi je dis toujours, je veux bien qu'on s'y tripe comme on s'y tripe là depuis le début, mais qu'on le fasse quand même en sachant qu'on rentre et puis on est dans un pays apaisé. Donc moi je ne peux qu'encourager nos compatriotes qui sont sur le terrain. Comment vous allez détecter une mine? Les mines, elles tuent les gens un peu partout dans le monde parce que les gens profitent d'un moment donc c'est très compliqué. D'accord, merci à vous. Mais je voulais, si tu permets, juste insister quand même sur une chose. C'est peut-être un appel que j'en serai, appel pour appel. Moi, après l'attaque de Gaucher, j'ai plutôt l'impression que la force multinationale mixte n'est pas celle qu'on nous vend véritablement. Je crains que le Cameroun soit seul dans cette affaire. Et je reste convaincu que si tous les pays qui se sont engagés d'abord financièrement et puis militairement, c'est vrai, je pense que le Bénin s'est rétracté, si ces pays réalisent leurs engagements, je pense que cette force gagnera en puissance, en efficacité, en intensité. Merci. Faut-il interdire les regroupements et autre chose dans cette partie du pays? Non, totalement? Non, ce ne sera pas la solution. Ce ne sera pas la solution, d'autant que un ou deux, ça ne change rien. Mais la question fondamentale aujourd'hui, pour rebooster le moral et faire autre chose, c'est qu'il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut aujourd'hui que la police camerounaise cesse d'être, n'est-ce pas, la police d'espionnage pour devenir la police au service des renseignements. Dans la mesure où c'est une police qui va, n'est-ce pas, plus ou moins, n'est-ce pas, encadrer un ensemble de choses et qui saura
réagi à temps. Parce qu'on a remarqué que de plus en plus, Boko Haram semble être plus futé et plus en alerte du moment où, lorsque, par exemple, l'assaut de Gouché, par exemple, on aurait pensé qu'ils ne savaient pas. Mais au contraire, il y a eu quand même des gens là. Donc, quelque part, il y a des choses qui se passent. Donc, cette police-là doit être à ses services. Mais maintenant, si vous permettez, l'autre chose pour booster le moral, on a parlé des officiers qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on fait après l'enterrement? Aujourd'hui, il est question, après, n'est-ce pas, cette histoire de comment on a appelé ça, collecte collective, qu'on a vu là, le coup de cœur. Il faut créer aujourd'hui un véritable contexte de solidarité nationale. Au besoin, conférer, n'est-ce pas, un statut de pupille, n'est-ce pas, à tous les parents des victimes de ces hommes d'honneur tombés au front, n'est-ce pas, dans la bataille. Benjamin Lamère, qui a l'habitude d'aller là-bas, vient de nous le dire. Il y a une question de distance. Quand on sent que 35 sont morts, ou alors un lieutenant-colonel, ou bien un capitaine, tant que c'est pas quelqu'un de notre famille, on ne se l'approprie pas. Parce que, Carole, lorsque j'ai perdu un membre de ma famille, si vous êtes à Douala, vous passez les coups de fil, ça n'a pas la même importance. Vous m'envoyez de l'argent par un organisme, ça n'a pas la même importance que vous veniez, vous me tapotez sur l'épaule, vous dites courage. C'est pour ça qu'on a toujours revendiqué, par exemple, juste sans avoir gain de cause, le fait que le président de la République se déplace là-bas, le fait que M. Tiroma, de plus en plus, tienne des conférences de presse là-bas, ça va créer une émulation. J'ai dit encore, j'ai l'image en fin d'année que Madame Françoise et toi a organisé dans un hôtel La Place la rencontre, un dîner, n'est-ce pas, à l'honneur des enfants, des épouses, de ceux qui sont tombés, des soldats qui sont tombés. Vous ne pouvez pas voir comment, et c'était chaleureux. Merci. Le gouvernement camerounais doit récupérer cela. Parce que, je veux juste un mot, autant, n'est-ce pas, votre famille est contente de vous avoir, Carole, n'est-ce pas, ici à Canal de Plaisantin, autant ces familles-là qui ont donné, qui ont mis de l'argent pour que ce garçon, ou bien alors cet homme de l'armée aille à la guerre, qui tombe comme ça là, comme s'il n'y avait rien. Il faut que le pays, la nation fasse vraiment... Merci, c'est compris. Peut-être une précision sur ce que Souley est en train de dire. Il y a, pour le pays, la nation, il y a des textes qui prévoient cela, des textes qui datent, je crois, des années 70, mais qui demandent d'être actualité parce que ce qui est prévu, ce qui était prévu dans ces textes-là ne correspond plus à la réalité aujourd'hui, donc il faudrait peut-être un toilettage de ces textes-là. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas fait la guerre. Pour l'adapter à la situation actuelle. Oui, vous avez raison. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que on est dans une guerre au long cours finalement, parce qu'on a commencé par les enlèvements, on a eu des attaques frontales. Maintenant, on est dans une guerre dans son asymétrie la plus absolue, parce que lorsque vous avez des groupuscules qui se forment et qui ont une mobilité totale, il est extrêmement difficile de leur faire la guerre. Les services travaillent. J'ai toujours du mal en tant que journaliste quand un non-professionnel vient me parler de mon boulot. Exactement. Et je m'interdis souvent d'aller faire la leçon. Oui. J'imagine que ceux qui sont en charge de notre sécurité, en dehors de quelques résidus qu'on peut imaginer qui existent partout, j'estime qu'ils font jusqu'ici assez bien leur boulot. Oui. Maintenant, le problème, c'est la communauté dans son entièreté. Est-ce qu'elle est suffisamment mobilisée? Est-ce qu'on la mobilise assez? Je ne pense pas. On est davantage intéressé par des échéances politiques, c'est légitime, mais je pense que le pays qui est le nôtre, les personnes qui décèdent à l'extrême nord ne comprendraient pas que vous rassemblez pour parler d'autre chose que de cela. C'est une partie du pays qui a un danger. Merci beaucoup. Et Alain Massoka, on termine avec vous. Comment se sentir concerné pour ceux qui sont ici, qui ont vécu ici, qui ne comprennent pas très bien comment ça se passe là-bas? Il faut booster la communication, il faut absolument que le président y aille. Sur quel levier il faut actionner pour que ça devienne un problème national? D'abord, il faut s'accorder qu'il faut nécessairement, je crois que Souley l'a dit, la maire aussi, il est important de renforcer, d'entretenir la flamme de la solidarité nationale. C'est très important. Il y a cette dimension de l'appropriation en communication. Vous savez que c'est très très important. Il faut s'approprier au sein de notre communauté les problèmes qui se vivent là-bas. On est peut-être à Yaoundé ici ou à Douala, peut-être éloigné, mais il faut qu'on soit ici étant là-bas. Et là-bas étant ici, vous voyez, c'est extrêmement important. Mais ce que j'ai envie de dire en ajout de ce que les autres ont développé, c'est qu'il faut
étant donné cette dimension asymétrique qui a été relevée tout à l'heure, qui devient effectivement très très complexe, je crois que renforcer la question du renseignement. Je crois que ça se joue énormément sur ce tableau, sur ce levier. Parce et là, les populations aussi doivent beaucoup contribuer, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. Je crois qu'elles le font déjà d'ailleurs, on ne le souligne pas suffisamment, mais les organisations en comité de défense, les dénonciations participent effectivement de la contribution citoyenne des populations, d'ailleurs, qui ont tout intérêt à le faire. Mais il faut surtout aussi mettre l'accent sur la question de l'éducation. Et l'éducation, pas seulement au niveau organique central, mais l'éducation au niveau même de la mamelle sociale, qui est la famille. Il faut que, qu'importe les trajectoires, les postures ou les backgrounds que les uns et les autres ont, qu'on puisse, au niveau même de la famille, au niveau des micro-sociétés, développer un discours de résistance. Ça passe par la conscientisation, ça permettrait à terme, par exemple, qu'on n'utilise plus des bambins comme chair à canon. C'est extrêmement important, le renseignement et l'éducation, ces deux facteurs-là, pour permettre que cette guerre, même sur la durée, soit remportée. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à regarder le reportage de la semaine qui parle de ce point d'ancrage du discours du président de la République le 10 février dernier à la jeunesse camerounaise. Il s'agit du développement du numérique. Le ministère des Postes et des Télécommunications a pris l'affaire à bras-le-corps, on va le dire comme ça, en organisant quelques jours plus tard une vidéoconférence pour déclencher la mise en place des projets portés par près de 700 jeunes dans 5 régions du pays en interconnexion. C'est un reportage de Arnaud Guefak et André Maringier. Fille Android, audace poussée d'une génération, un profil féminin au hasard de Camerounais engagés dans l'économie numérique. J'ai la chance de diriger un site e-commerce qui s'appelle Kemu Cameroun, qui permet à des commerçants du marché traditionnel de devenir des e-commerçants en vendant sur l'ensemble du territoire camerounais. J'ai également eu la chance de travailler comme consultant dans le domaine de l'innovation et de l'économie numérique pour des gouvernements africains en Asie et en France. Une expérience parlante. Le e-commerce, c'est son affaire. Nous sommes allés dans les marchés, dans plusieurs villes du Cameroun, éduquer les commerçants à utiliser Internet, non pas seulement de manière récréative en allant sur Facebook ou WhatsApp, mais de manière productive et utile à leur business. Même audace au masculin, un clic sur le site www.mboastore.com pour cerner ce génie camerounais. Nous avons 34 applications mobiles développées aussi bien au Cameroun que dans la sous-région. Je suis même tenté de dire dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons développé ce que vous, les médias, avez appelé le Google Play africain. Impressionnant. Il va concurrencer Google, c'est quoi? Google Play. C'est possible. Émulation, partage, ça part de la salle des conférences du ministère des Postes et Télécommunications et se vit en direct par 5 régions. Le high-tech à l'épreuve, le temps d'une vidéoconférence sur l'entrepreneuriat jeune dans le domaine des TIC. En écoutant le message du chef de l'État, nous avons dit on va au moins d'abord les recenser pour voir combien ils sont, puisqu'on nous signale qu'il y a des jeunes qui ont développé des projets, ils sont éparpillés. Je vais partager avec les autres. Et au sortir, on aura un schéma directeur que nous essayerons de respecter. C'est là donc qu'on pourra évaluer avec des indicateurs pour voir si on a évolué, si on a reculé. Et ce n'est qu'une première étape. Le déclenchement de la méthode Libom, Liliquin pour le dessin d'un Cameroun numérique. L'idée est venue comme ça. Je ne passe le champ, je ne peux pas, ça m'est venu, mais je me tais. Ça sort comme ça sort, je n'aime pas. On surfe là sur le jargon jeune. Garoua, Bamenda, Bafoussam, Douala et Yaoundé interconnectés, les jeunes autour de la table, avec chacun un projet. On est en train de mettre sur pied une plateforme où les hôpitaux vont pouvoir adhérer et ensemble nous allons faciliter la suivi de certains patients. Le projet intitulé Kit électronique émetteur-récepteur, le contrôle des vitesses des automobiles sur nos axes routiers. Sur le site www.tickforjob.com, créé pour la cause, ils se sont inscrits. Méthode Android, n'est-ce pas? On aurait pu envoyer des formulaires de demande, il allait s'aligner là dehors sous le soleil, à s'inscrire et autres. Nous avons en quelques 3 jours, puisque ce site-là a été créé lundi, au lendemain de la fête de la jeunesse. Et voici que sur le site que nous avons créé, nous avons enregistré. On a dû arrêter ce matin pour pouvoir organiser le travail. On avait déjà plus de 2500 visites sur notre site.
700 jeunes se sont concrètement inscrits. Et vous savez qu'il y en a qui n'ont même peut-être pas suivi l'information, qui sont indisponibles et qui sont un peu dubitatifs. Ce n'est que le début d'un processus et ça va vite, ou disons plutôt que ça court à la vitesse Android. Et c'est à la vitesse Android qu'on va parler de cet entraîneur des Lions indomptables qui s'est engagé pour 2 ans avec l'équipe nationale du Cameroun, Cabral Libye. Ugo Bross donc a ses objectifs, gagner la CAN 2017 et qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde Russie 2018. C'est réaliste? Cet individu ne gagnera rien, simplement parce qu'il est médiocre. Vous lisez dans la boule de cristal? Oui, mais vous savez, c'est très compliqué. Il n'y a pas la magie dans cette affaire. Chasser de l'Algérie, défaut de résultats, chasser d'Arabie Saoudite, chasser de Turquie, chasser de son propre pays, la Belgique, pour défaut de résultats, ce n'est pas ici qu'il va en faire. Il ne gagnera strictement rien. En même temps, l'avènement de ce médiocre de plus ne m'étonne pas. Avec un attelage, Bidumpat, Tombi Aroko, avec toutes les frasques qu'on leur connaît ces derniers temps, ils ne peuvent produire que ce genre de choses. Merci. Simplement préciser que je suis très étonné de la réaction de Roger Mila. Je l'ai lu tout à l'heure dans la revue de presse, et sans presse de dire « je ne connais pas Ugo Bross ». Il faut que Roger Mila, moi j'ai besoin de lui dire à monsieur l'ambassadeur itinérant, apprenez à supporter vos camps. Monsieur Roger Mila a choisi de supporter Tombi Aroko Sidiki et monsieur Bidumpat. Quand on a l'âge de M. Roger Mila, on apprend à être cohérent dans ses choix. Il faut qu'il reste fidèle à son camp qu'il a choisi. Mais merci beaucoup. Denis Atangana, on l'a bien dit, Ugo Bross ne figurait pas dans la shortlist qui a circulé dans les médias. Et le président de l'Africa Foot a dit que cette shortlist, justement, a permis de mettre en déroute ceux qui prêchaient le faux pour avoir le vrai. Comme quoi, il ne fallait pas perturber le processus de recrutement d'un entraîneur comme Ugo Bross. Vous y croyez? Je crois que M. Tombi veut justifier l'injustifiable. Il a fait une faute, il est passé à côté, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, je suis contre le fait qu'on choisisse des entraîneurs blancs parce que nous pensons que le président de la République a dit patriotisme économique. Et quand vous voulez faire le patriotisme économique, il faut d'abord utiliser les ressources humaines de chez soi. Donc il fallait Imaginez-vous Bellingham. qu'en 2010, on ait choisi Denis Atangana comme coach des Lions indomptables à la Coupe du Monde 2010. Je suis convaincu que j'aurais fait tout, mais je n'aurais pas manqué 0 point au mondial avec les Lions. D'accord, c'est encore à voir. Merci à vous. Éric Benjamin Lamère, le président de l'Africa Foot assure aussi que l'équipe, par exemple, de Renaissance des Diables Rouges est composée à 70% des joueurs qui ont été formés par Ugo Bross. Ça veut dire que finalement, peut-être, il a de la capacité à mettre en place une équipe jeune et peut-être c'est ce qui nous manque aussi. Non, on prend acte de sa nomination et on attend le maçon au pied du mur, comme on dit. Vous avez dit qu'il n'était pas dans la shortlist, ce n'est pas un précédent. Otto Pfister n'avait pas été dans la shortlist, moi il s'est retrouvé entraîneur. Ce n'est pas le premier anonyme non plus qui se retrouve à la tête des Lions indomptables. On a vu Claude Leroy, on a eu Pierre Richard. Je lui souhaite d'avoir le même parcours que les deux que je viens de citer. Pour le reste, on attend de voir. Mais je ne pense pas que la désignation d'un entraîneur des Lions indomptables au Cameroun aujourd'hui peut encore être du fait seul du président de la fédération. Je pense qu'il y a une constellation de personnes qui interviennent dans cette décision. Et pour terminer, je vais revenir à ce qui reste mon credo sur cette question-là, parce que je suis de ceux qui estiment que s'il y a un Camerounais qui préside le Destiné avec bonheur ou pas, ça dépend de chacun des Camerounais, je pense qu'on peut trouver un Camerounais qui peut tenir 11 jeunes gens qui courent derrière. C'est-à-dire que s'il y a des Camerounais qui sont ministres, il y a des Camerounais qui peuvent bien être entraîneurs de l'équipe nationale. S'il y a un Camerounais qui est président, on peut trouver un Camerounais qui peut être président d'une équipe de football. D'accord, merci à vous. Alors, on attend le maçon au pied du mur et le matin, c'est justement le 26 mars prochain. Le délai est un peu court, non, pour attendre du miracle de Ugo Bross. Vous savez, j'aurais bien voulu m'en passer parce qu'en fait, le football n'est rien d'autre que courir après une boule d'air. En dehors du football business que les uns et les autres font pour gagner beaucoup d'argent. Avec mon je ne serais pas d'accord, n'est-ce pas, tout aussi qu'on pense que Bidumpat, Tombi et Ugo Bross sont en réalité les moutons noirs du football camerounais. Est-ce que vous savez que ce week-end, le Canon de Yaoundé et Union de Douala joue, n'est-ce pas, au stade de Mbalmayou? Donc voilà un pays qui n'a pas de stade. Vous avez vu
Le stade Amadou Ahidjo, actuellement, si vous y passez, il ressemble, n'est-ce pas? Il a l'atmosphère d'une veuve à l'enterrement de son 16e mari. Donc, vous avez là quelque chose qui... Vous ne pouvez pas ne pas avoir des stades. Vous avez vu ce que le Cameroun a fait au Chan, simplement parce que le football camerounais aujourd'hui, d'abord l'équipe nationale du Cameroun n'existe pas. Il faut la construire. C'est une constellation de petits joueurs qui jouent dans des mégots de championnat. Et pour rester avec il faut un bâtisseur. Oui. Et pour cela, il faut la construire de l'intérieur. Si Hugo Bross, n'est-ce pas, peut rester, il ne gagne pas, il n'a pas demandé 85 ou 100 millions comme les autres. Il accepte les 30 millions, n'est-ce pas? Et qu'il peut construire. Il faut donner du contenu à l'équipe nationale du Cameroun parce qu'en ce jour-ci, elle est simplement un contenant sans contenu. On se glorifie des victoires d'antan. Et donc c'est parce qu'on a parlé de sport, par exemple, que les volleyeuses ont fait cette bonne compétition? Les volleyeuses, pour ne rien vous cacher, y compris les footballeuses féminines. Moi, j'ai été au championnat africain de Maputo, n'est-ce pas, en 2011. Il y avait l'ossature de l'équipe nationale de foot qui a gagné, n'est-ce pas, la compétition était déjà formée par le coach actuel, comment j'ai oublié son nom, Elongadjou. Donc c'est un travail collectif qui est allé, n'est-ce pas, se fortifiant pour être ça aujourd'hui, y compris les filles du volley. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être capable de créer, de faire une équipe nationale qui joue 3 matchs d'affilée, parce qu'il n'y a pas de contenant. Il faut un contenu et pour cela, il faut un travail qui commence dès maintenant. Et pour cela, donnons le bénéfice du doute à Hugo Bross, puisque c'est lui qui est déjà là. Alain Masoka, on peut commencer quelque part, parce que c'est un entraîneur, on l'a dit, qui n'a pas un CV étoffé, mais il faut bien... Les grands entraîneurs ont toujours eu une première, n'est-ce pas? Écoutez, moi je regarde plutôt l'équipe du Cameroun. Les grands entraîneurs, moi ça n'existe que si l'équipe du Cameroun fait des résultats. Oui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je veux simplement, au-delà de ce que les uns et les autres ont dit, ajouter que je veux bien comprendre les critères qui, comment je dis ça, obsède carrément et de manière aussi viscérale les dirigeants du football camerounais à vouloir absolument, mais alors absolument choisir des entraîneurs étrangers. Écoutez, ma position sur ce point-là est claire, je peux rejoindre M. Attarna sur cette question. Il faut faire confiance aux nationaux, il faut faire confiance aux entraîneurs nationaux. Il y en a qui ont montré des performances. Il faut faire confiance aux nationaux. Il y en a qui ont gagné des médailles aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000, par exemple. Il y a un état d'esprit que les nationaux sont capables d'impulser. Vraiment, moi, je m'inscris totalement contre je m'inscris en faux contre cette logique de mercenariat de notre ordre qu'on veut absolument imposer, parce que remarquez bien que ces entraîneurs qui viennent ici touchent par mois ce que 20 Camerounais ont pendant 20 ans de leur carrière. J'estime quand même que c'est assez indécent, c'est inconvenant dans un contexte où les Camerounais ont besoin d'argent. Merci d'avoir apporté votre point de vue et ne manquez pas votre rendez-vous de 20h30 ce soir sur Canal 2 International. L'émission La Reine reçoit sur son plateau le docteur Doubé Maurice et le PCA de la Mi-Pro Malo. 20h30 donc sur cette antenne, c'est avec Ebel Olinga et ses invités à la présentation de La Reine. Moi je vous dis merci d'avoir regardé, messieurs. Merci d'être venus. Nous espérons vous retrouver un peu plus conviviaux la prochaine fois. Nous avons l'habitude. Nous n'avons été que ça, conviviaux. Malgré quelques excès de temps à autre. Ça peut arriver. À la semaine prochaine. Au revoir.